Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien, les amis, que vous avez passé une bonne semaine, un bon week-end. Écoutez, donc aujourd'hui, on fait le point hebdomadaire, hein, comme d'habitude. On va parler du Bitcoin avec notamment les ETF. On va parler des projets crypto, donc VeChain, XRP, Ondo, mais également des actualités comme d'habitude, hein, crypto plus générales et économiques, où là, on fera le point sur l'Europe, les dernières mesures économiques notamment même prise en France, etc. Et le point finalement sur, comme d'habitude, sur le cours de l'euro par rapport au dollar. On va voir comment ça a bougé cette semaine et également le cours de l'or qui, lui, pas de spoiler, continue de grimper. Et notamment, il a fait un nouveau record par rapport au dollar, donc historique. Mais également, il a repassé la barre des 90 000 euros le kilo 24 carats en France, en valeur euro. Donc c'est vraiment on est vraiment en train d'assister, on ne s'en rend pas compte, hein, mais un tournant historique sur tous les niveaux. Donc pour commencer, si vous êtes chaud, je vous invite à vous caler tranquillou, parce que je pense que la vidéo va durer quand même un petit moment. Donc un petit café, un petit sandwich, écoutez, c'est parti. Donc on commence avec le rapport de Farsight Investors comme d'habitude, hein, sur les ETF Bitcoin Spot, et regardez cette semaine c'est reparti dans dans le vert, enfin là c'est en noir, hein, mais on va dire que c'est du vert. Parce que vous voyez que là on est sorti enfin, ça c'est une bonne nouvelle, on va dire du dernier mois. On avait pendant 3 4 semaines que des flux sortants sur les ETF Bitcoin Spot. Donc là, on voit que depuis le 14 mars 2025, eh bien, on n'est que sur des flux entrants de nouveau sur les ETF Bitcoin Spot. Et donc ça, c'est une très bonne nouvelle, hein, puisque, effectivement, ça veut dire que la tendance est en train de repasser positive sur l'ensemble du marché Bitcoin, on va dire, puisqu'il y a du retail, hein, je rappelle, dans les ETF, mais également des institutionnels. Donc là, le retail, comme les institutionnels, sont en train de se rejeter à fond sur le Bitcoin. Et donc on voit que là, aujourd'hui, on est désormais à 36,13 milliards de dollars injectés au total, hein, sur les ETF Bitcoin Spot. C'est une énormité. Également, on va voir sur les ETF Ethereum Spot, cette fois là, par contre, vous voyez, la douche continue, puisqu'on n'a que des flux sortants, hein, et notamment même sur BlackRock, regardez, c'est vraiment. Alors, c'est BlackRock qui a capté les parts de marché en majorité, donc c'est normal que ce soit eux qui connaissent vraiment tous les flux sortants avec donc Fidelity également, vous voyez. Donc on est quand même, on reste malgré tout à 2,4 milliards de dollars injectés sur les ETF Ethereum Spot. Donc là, on voit bien qu'on n'est toujours pas dans une all season, hein, ça c'est clair. Beaucoup de gens pensent que le bull run est terminé, hein, je le vois sur les réseaux sociaux, sur les vidéos, enfin, etc. Au passage, donc, je vous rappelle, je ne suis pas un conseiller financier, hein, ni en investissement. Tout ce que j'ai dans cette vidéo, c'est à titre informatif uniquement. Et vous devez faire vos propres recherches parce que je n'ai pas de boule de cristal non plus, hein, je n'ai pas de capacité de lire l'avenir. Voilà. Je peux vous donner mon avis. Moi, mon avis personnel, c'est que le bull run n'est pas terminé. Et je vais vous dire pourquoi, comment, donc à travers cette vidéo, toujours avec des chiffres, etc. Mais surtout, c'est qu'on a changé désormais la donne avec l'arrivée des institutionnels. Donc je pense on n'aura plus jamais les mêmes cycles qu'on a connus dans le passé, notamment avec justement 2 ans de hausse des prix fulgurante, avec 2 ans de baisse des prix fulgurante. Tout ça c'est terminé parce que maintenant on a des liquidités, et je vais vous montrer, j'ai le tableau à l'appui, hein, pour parler de tout ça, qui sont en train vraiment de tout défoncer sur leur passage. C'est un tsunami d'argent qui est en train de se déverser sur les crypto-monnaies, hein, en général, donc pas que le Bitcoin, mais également le narratif du RWA, le narratif de l'IA également, l'intelligence artificielle. Tout ça fait qu'aujourd'hui, on a des liquidités vraiment qui sont en train d'amortir quelque part la volatilité également des crypto-monnaies. Et ça, il faut le prendre en compte, je pense. C'est pour ça que je ne crois plus, de moins en moins en tout cas, à la théorie des cycles bull run, bear market, ou du moins, peut-être qu'on va le connaître encore pendant quelques cycles, encore peut-être un, deux maximum, et à un moment où on atteindra un action un peu comme une action boursière, c'est-à-dire que ça fera que monter quasiment, voilà, et puis ça variera dans le temps, bien sûr, avec les corrections, la volatilité un petit peu, etc. Voilà, donc ça c'est un peu mon avis actuellement. Pourquoi? Parce que c'est vrai que là, les institutionnels, et je vais vous montrer un tableau après, hein, sont en train vraiment de se gaver sur le Bitcoin. Donc on le voit avec les ETF Bitcoin Spot également, déjà
montants injectés sont énormes, mais ce n'est rien comparé à ce qui peut arriver par la suite. Et donc c'est pour ça maintenant que j'ai passé à quelques articles pour, comme d'habitude, étayer mes propos. Donc là, vous voyez, premier article, cryptost.fr. La Corée du Nord devient l'un des plus grands détenteurs de Bitcoin au monde. Donc la Corée du Nord vient de se hisser parmi les plus grands détenteurs de Bitcoin au niveau mondial. Ben oui, parce qu'il y a eu le super hack de Bybit, on le sait tous, et donc derrière c'était justement le groupe de hackers Lazarus, qui est un groupe donc cybercriminel qui vient de la Corée du Nord. Voilà, donc déjà, première chose toujours intéressante, c'est qu'on voit que maintenant, on n'est plus du tout sur une mesure uniquement retail, voire institutionnelle, on a même des enjeux gouvernementaux à des échelles nationales. Donc là, c'est des pays qui sont en train même de se confronter quelque part par des biais directs ou indirects, donc une réserve stratégique, notamment aux États-Unis, mais là, la Corée du Nord, eux, carrément, c'est par le biais de la cybercriminalité. Eh bien, ils sont en train de justement essayer de s'accaparer un maximum de Bitcoin. Donc là, déjà, ça, je trouve ça intéressant. Ensuite, deuxième article, cette fois de cointribune.com. Le Bitcoin porté par la masse monétaire. Donc, l'alignement des planètes continue alors que les États-Unis veulent accumuler autant de Bitcoin que possible. La masse monétaire globale grimpe à nouveau. La masse monétaire, qu'est-ce que c'est? Eh bien, déjà, il faut savoir que c'est la totalité de l'argent quelque part en monnaie fiat, c'est-à-dire en monnaie fiduciaire, donc c'est-à-dire les monnaies émises par les gouvernements. Donc, ça peut être l'euro, le dollar canadien, le yen japonais, etc. Tout ça, c'est considéré comme des monnaies fiat et donc font partie de la masse monétaire mondiale. Et donc, aujourd'hui, la masse monétaire, en fait, ne fait que grimper. Pourquoi? Parce que justement, les États, pour financer les dettes publiques, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils impriment de l'argent. Et cet argent-là, il faut bien le créer. Et donc, c'est pour ça qu'on a une masse monétaire mondiale qui ne fait que monter au fur et à mesure du temps. Sauf que là, ce qui est intéressant, c'est que la masse monétaire mondiale, elle a une corrélation quand même assez intéressante avec le Bitcoin, c'est que plus elle monte, et plus les prix du Bitcoin ont tendance à exploser. Et on voit qu'à chaque fois qu'il y a eu un pic du Bitcoin, que ce soit en 2021 ou même en 2017 au préalable, eh bien, à chaque fois, c'était corrélé avec une explosion de la masse monétaire mondiale. Et donc là, on est en train vraiment de reconnaître une explosion de la masse monétaire en ce moment en 2025. Et donc la question qu'on se pose tous, c'est est-ce que ça va porter les prix du Bitcoin? Ça, c'est intéressant. Et donc pourquoi il y a une corrélation déjà pour vous expliquer sur ce phénomène-là? Eh bien, c'est que quand la masse monétaire, quand il y a une impression d'argent massive, eh bien forcément, qu'est-ce que ça provoque? Ça provoque de l'inflation. Pourquoi? Parce que quand vous imprimez de l'argent, par exemple de l'euro en masse par la Banque Centrale Européenne, eh bien, elle dilue quelque part la valeur de cet argent, que plus, c'est la loi de l'offre et de la demande, plus vous créez de l'offre sur un produit et plus vous faites baisser le prix de ce produit par rapport à la demande qu'il y a. C'est mathématique, c'est vraiment valable pour tous les produits sur Terre. Si vous créez un produit à l'infini, forcément, il y a un moment, la demande, vu que la demande n'est pas infinie, eh bien, ce produit-là devra en fait baisser ses prix, quoi. Voilà, et c'est pour ça que aussi on parle toujours d'inflation annuelle systématique, donc de minimum, enfin ou de maximum à 2% par an, optimisé par les banques centrales. C'est voulu, c'est le système qui le veut comme ça, c'est que c'est les dettes publiques qui font que on a une inflation. Voilà. Donc le système est fait aujourd'hui, si vous épargnez en banque, si vous n'avez pas quelque chose qui vous rapporte plus que l'inflation à 2% par an minimum, et encore ça, je dis, c'est minimum, c'est optimal. Mais on a vu que nous, en France, on a une inflation, on a eu même une inflation à 12%, à un moment 10%, il y a 2 ans, ou durant le Covid. Voilà, donc si on n'a pas un système qui nous permet, nous, d'épargner, de contrer cette inflation, on perd du pouvoir d'achat. C'est pour ça que depuis 30 ans, on a ce phénomène, c'est que nous, on connaît une inflation absolument dingue et que nos parents, nos grands-parents, eux, ils étaient capables d'acheter une maison qui valait à l'époque 50 000 dollars avec un salaire pour une famille entière. Voilà. Donc aujourd'hui, on constate en fait quoi? Comment ça se fait que le Bitcoin est porté par la masse monétaire? Simplement parce que les millionnaires, les milliardaires, qu'est-ce qu'ils font? Justement, c'est toutes ces personnes qui ont un QI financier supérieur à la moyenne parce qu'ils ont fait des études là-dessus, ils ont une armée d'avocats, une armée d'économistes, etc., qui les conseillent. Eh bien, ils prennent cet argent-là qui est créé par les banques centrales, etc., et ensuite, derrière, ils le redistribuent quelque part dans les actifs, donc les actions boursières, le Bitcoin, tout ce qui est capable de donner plus de valeur que l'inflation et donc de contrer l'inflation. Et notamment l'or, notamment, qui est très prisé lorsqu'il y a une augmentation de la masse monétaire.
Voilà pourquoi le Bitcoin, logiquement, devrait reprendre du poil de la bête hein, au niveau des prix si on se base sur le cours de la masse monétaire. Donc très intéressant. Voilà, pourquoi je pense que le bull run n'est pas terminé, ben déjà rien que pour ça, on a un indicatif quand même très précieux. Ensuite, je continue hein, toujours avec les articles, notamment donc, de cryptost.fr cette fois. Donc la Caroline du Nord va investir 10% de ses fonds publics en Bitcoin. Donc la Caroline du Nord envisage une transformation radicale de sa stratégie budgétaire avec l'introduction du projet de loi SB 327 qui permettra à l'État d'allouer jusqu'à 10% de ses fonds publics en Bitcoin. Donc présenté au Sénat le 19 mars 2025, ce texte propose la création d'une réserve stratégique en crypto-monnaie. Donc on voit bien qu'en plus de la réserve stratégique donc globale fédérale hein, voulue par Donald Trump, on a vraiment des réserves stratégiques à l'échelle locale et c'est pas rien. 10% du budget d'un État, là on parle de plusieurs milliards de dollars injectés à l'échelle locale par les États dans le Bitcoin. On voit bien que les États-Unis, là, ils sont vraiment en fer de lance hein, de l'adoption de masse en Bitcoin. Et donc là, je vais vous montrer vous savez, la carte interactive hein, très intéressante, vous voyez, sur bitcoinstateofamerica.com. Et donc là, on a toujours 23 États hein, qui sont en lice, vous voyez, pour adopter hein, à l'échelle locale du Bitcoin. Il y a 5 États qui ont rejeté donc, leur loi hein, pour adopter du Bitcoin à l'échelle locale. Mais surtout, on est vraiment à deux doigts d'avoir une approbation définitive notamment de la part du Texas, de l'Utah. Donc je pense que c'est pas tout à fait mis à jour la carte, l'interactive, mais on est vraiment à deux doigts parce que je pense que l'Utah ou le Texas, il reste que la signature du gouverneur. Donc on est vraiment à un chouïa, on a une signature au final d'avoir réellement une réserve stratégique à l'échelle locale de Bitcoin aux États-Unis. Donc vous voyez quand même qu'on n'est pas assez bullish, quoi. Enfin, c'est du délire. Donc moi, quand je vois les gens qui pleurent là, actuellement, je me dis, c'est dommage, parce que là, vous risquez ou qu'ils vendent, qu'ils paniquent, bah, attendez voir. En plus, j'ai pas fini, j'ai d'autres éléments quand même qui me font dire qu'on est vraiment sur une période charnière entre les bulles et les bears, hein, entre guillemets. Donc, je vais vous continuer à vous passer des petits articles avant de passer sur les comptes Twitter. Hop, voilà. Donc là, j'ai un autre article de The Currency Analytics. Donc, le directeur de Trump partage son plan pour financer le Bitcoin avec des certificats d'or. Ça, c'était au 22 mars 2025. Voilà, la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, je vous disais, quand tout le monde paniquait, ou tout le monde était extrêmement déçu de l'annonce de Trump de la réserve stratégique de Bitcoin aux États-Unis à l'échelle fédérale, mais parce que, comme il disait qu'il voulait du Bitcoin de façon neutre sans faire participer les contribuables, eh bien, tout le monde était déçu. Je me dis, mais non, mais attention, il y a d'autres, en fait, moyens neutres d'acheter du Bitcoin. Et notamment, regardez le directeur de Trump, au niveau de la crypto, eh bien voilà, a partagé un plan pour financer le Bitcoin par voie neutre en échangeant de l'or contre du Bitcoin. Je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même, là où on en est, c'est-à-dire on est en train de parler voilà, au gouvernement américain d'échanger donc de l'or, qui est l'actif de classe valeur refuge internationale que personne n'a pu détrôner pendant des milliers d'années. Elle est en train de vendre, de parler de vendre ça pour le convertir contre du Bitcoin. Mais est-ce que vous vous rendez compte quand même, psychologiquement, là, enfin, c'est du délire, quoi. L'or est quasiment en train d'être détrôné, en fait. C'est ça qui est en train de se passer. Donc, on n'est pas assez bullish. Voilà, et là, j'ai pas fini, je vais continuer. Là, je passe à quelques petits articles Twitter, entre guillemets. Donc là, j'ai le tweet de Bo Hines. Donc, Bo Hines, c'est qui? C'est le directeur exécutif hein, et donc le président donc, du conseil stratégique, on va dire, pour les actifs digitaux aux États-Unis. Donc, il est parti de la Maison-Blanche directement. Et donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit directement sans compte que Bitcoin, c'est l'or digital et devrait être traité comme tel. Je ne peux pas dire mieux, quoi. Et là, il le redit dans son interview. Très intéressant pour Bitcoin Magazine. Bref, voilà où on en est, quoi. Donc je continue. Donc là, c'est très intéressant. Je vais vous montrer également donc, un tweet.
qui fait schéma justement de la masse globale monétaire. Regardez. Donc là, aujourd'hui, là, c'est un article de Cointelegraph indirectement. C'est intéressant parce que vous voyez, on a vraiment la masse monétaire mondiale qui est estimée à 108,2 trillions de dollars aujourd'hui. Donc ça, c'est pas, je rappelle, c'est pas la classe d'actifs économiques totale. C'est-à-dire là, c'est uniquement les monnaies fiat gouvernementales. Mais après, vous rajoutez l'immobilier, par exemple, bah ça, c'est encore, je crois, plusieurs centaines de trillions de dollars en plus. Je crois que l'immobilier, c'est vraiment le premier actif au monde en termes d'actifs global mondial. Mais déjà, rien que les monnaies fiat, ça représente 108,2 trillions de dollars à l'échelle mondiale. Et vous voyez que c'est le yuan chinois qui représente vraiment la plus grosse force de frappe au monde. Donc déjà, ça pose des questions aussi sur l'hégémonie monétaire mondiale en termes de monnaie fiat. On voit bien que le dollar est en deuxième position. Après, vous avez l'euro en troisième position. Et donc, sur tout ça, eh bien, regardez, vous avez le Bitcoin, lui, qui ne représente pour l'instant que 1,3% de la masse globale monétaire. Donc, on n'est pas assez bullish, quoi. Et là, regardez l'or. L'or, lui, actuellement, c'est 20,2 trillions de dollars, quelque part. 20,2 trillions de dollars. Donc, quand on entend qu'aujourd'hui, on est prêt à vendre de l'or pour acheter du Bitcoin aux États-Unis à l'échelle gouvernementale institutionnelle, mais est-ce que vous vous rendez compte quand même le potentiel que représente le Bitcoin à terme? Et quand on voit l'évolution notamment des ETF Bitcoin, quand je vois que un ETF Bitcoin en un an, il a fait l'équivalent d'une performance sur l'or en 10 ans sur un ETF, ben, ça me fait dire qu'un jour, je ne serais pas étonné personnellement que le Bitcoin, en termes de capitalisation boursière, dépasse celle de l'or. Et donc, ça propulserait en fait le Bitcoin à 1 fois 10. 1 fois 10 par rapport à aujourd'hui, je vous rappelle, c'est 700 000 dollars. 700 000, 800 000 dollars. C'est marrant ce que je vous disais la semaine dernière avec le calcul, quand vous avez fait, vous savez, le calcul avec le Word que je vous ai présenté là directement, je vous ai 700 000 dollars, c'est tous les millionnaires, donc les 58 millions de millionnaires donc, sur Terre, là, plus les milliards, les 2700 milliardaires mettaient une partie de leur fortune, c'est-à-dire on va dire 1 million si on arrondit, eh bien ça propulserait le Bitcoin à 700 000, 800 000 dollars. Voilà. Donc c'est pas déconnant, là c'est pas des chiffres, je vous sors comme ça du chapeau en disant ouais 700 000 dollars parce que je le sens bien, l'arc-en-ciel c'est beau au meilleur des mondes et tout. Non, c'est que on est très loin, très très loin en fait du potentiel global du Bitcoin en tant que réserve stratégique. Je rappelle, s'il n'y avait pas eu la réserve stratégique, ok, on aurait pu revoir les cartes, mais là avec une réserve stratégique de Bitcoin aux États-Unis, l'adoubement des institutionnels, etc., enfin, je vois mal comment le Bitcoin il peut rester à 1,7 trillion de dollars. Pour moi, ça paraît impossible. Voilà. Donc on n'est pas assez bullish, quoi. Je peux pas vous dire mieux, hein. Personnellement, je peux pas vous dire mieux, quoi. Hein. Bon, et enfin, pourquoi je suis toujours aussi bullish également, hein, pour nous balancer encore des bonnes petites nouvelles assez sympas. Donc là, j'ai un tweet de Deep Whale qui fait en fait le référencement de tous les bitcoins achetés par les institutionnels et les gouvernements, entre guillemets, depuis janvier 2024. Vous voyez? Donc vous avez les bitcoins minés d'un côté, donc il y a 255 854 bitcoins qui ont été minés depuis janvier 2024. Et puis tout le reste, c'est en fait tous les bitcoins qui ont été achetés au total, donc sur les ETF notamment. Donc on a eu, vous voyez, sur les 2 derniers mois, février-mars, on a eu plus de sorties sur les ETF Bitcoin Spot que d'entrées. Vous avez également MicroStrategy qui, à eux tout seuls, clairement, ont fait grimper la balance. Et puis après, vous avez toutes les autres sociétés autres que MicroStrategy. Et puis bien sûr, vous avez Tether, hein. Je rappelle que Tether, eux, c'est des malades aussi. Ils brassent tellement d'argent avec leur stablecoin, de bénéfices qu'ils achètent dans la trésorerie du Bitcoin. Et puis vous avez Salvador, bien évidemment, mais qui eux sont négligeables, on va dire, par rapport à tout ce qui a été brassé en termes de quantité de Bitcoin et acheté depuis janvier 2024. Mais je pense qu'ils ont mis quand même le Salvador pour saluer que un pays achète du Bitcoin, quoi. Voilà. Mais en tout cas, regardez, au total, du coup, au total, on a quoi? On a un total de 913 335 bitcoins a été accumulé en 15 mois, soit environ 4,35% de l'offre maximale de 21 millions de bitcoins. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, le bordel. Enfin, excusez-moi l'expression, mais à dire qu'en un an et des poussières, eh bien, on a
allez, on va dire même, je vais aller plus loin, je vais aller à 5%. Pourquoi? Parce que on sait que sur les 21 millions de Bitcoin qui sont censés être en circulation, on a seulement 19 millions qui sont réellement disponibles. Vous en avez 2 millions qui sont définitivement perdus parce qu'il n'y a plus les mots de passe. Enfin, vous voyez, voilà, ça a été détruit. Enfin, voilà. Donc, on va dire plutôt 5% en l'espace d'une année, en fait. Donc, ça veut dire que si on extrapole et si on reste, on va dire, sur cette lancée, bon, je ne parle même pas du FOMO institutionnel et gouvernemental qui va continuer. Donc, c'est-à-dire que pour moi, les 913 000 obtenus en 15 mois, on peut peut-être doubler l'année prochaine. C'est-à-dire on peut passer peut-être à 2 millions de bitcoins sur la même période dans un an, dans 2 ans, 3 ans. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir un FOMO institutionnel gouvernemental. Donc si juste on reste sur cette ligne de conduite à 913 335 à peu près, hein, voilà, ouais, ou alors 500 000, soyons larges, peut-être qu'il y a un ralentissement, soyons 5, allez, 500 000 bitcoins, donc même si on reste à 2%, allez, soyons fous, chaque année, 2% des bitcoins sont achetés par les institutionnels, gouvernements, etc. pour holder sur le long terme. Mais ça veut dire qu'en 10 ans, vous avez entre 20, voire jusqu'à 50% de la totalité des bitcoins existants qui vont être captés par les gouvernements et les institutions. Voilà. Je peux pas vous dire mieux. C'est-à-dire voilà, 5-10 ans, c'est demain, quoi. Enfin, et ça, je vous dis, ça va être pour moi, c'est le scénario le plus pessimiste, quoi. C'est-à-dire que, comme je vous dis, dès qu'on va avoir la réserve stratégique de Bitcoin officialisée réellement avec des vrais Bitcoins, dit, bon, c'est le gouvernement américain qui va mettre son tampon et dire, bah ça, c'est à nous, c'est officiel, c'est au même titre que l'or, on va faire Fort Knox Bitcoin, enfin bref, ce que vous voulez. Bah après, ça va être le bordel. Voilà, et je vais vous dire pourquoi ça va être le bordel, parce qu'en plus, il y a des autres articles, vous allez voir dans les actualités crypto plus générales, où en fait, la Russie est en train de se poser la question, là. Ah oui, ça commence vraiment à partir en vrille. Donc, tout ça fait que, au final, dans 5-10 ans, mais je pense que, je vais vous dire, 0,1 Bitcoin suffiront peut-être à vous permettre de vivre tranquillement, quoi, en gros. Voilà. Parce que moi, personnellement, je suis convaincu que le Bitcoin, à ce rythme-là, hein, effectivement, il va largement dépasser le million de dollars. Je vous le dis, j'ai pas peur de le dire, le Bitcoin atteindra un jour le million de dollars dans les 10 ans qui viennent. Voilà. Je me mouille, hein. Je me mouille quand même. Mais c'est mathématique. Vous voyez, c'est mathématique. Ah, ça continue comme ça, c'est évident. C'est évident, il n'y a rien à dire. Voilà. Donc c'est pour ça que personnellement, je reste plus que bullish. Alors après, c'est vrai que le seul truc qu'on ne connaît pas, c'est le timing. C'est-à-dire, est-ce que ce sera dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans? Bon, ça, on pourra jamais le dire. Mais à ce rythme-là, vu les malades que sont les institutionnels, les gouvernements, mais quand même, ça va aller vite. Ça va aller très vite. Bon, allez, donc ça c'était le Bitcoin, hein, vous avez compris, plus bullish que moi, bah voilà, pas. Je continue avec les projets crypto, notamment je suis passé à VeChain, là on a des nouvelles intéressantes, mais bon après voilà, je sais pas trop comment l'annoncer pour l'Europe, mais effectivement donc VeChain, vous voyez, a obtenu en fait la conformité MiCA. Donc ça vraiment bravo, parce que c'est pas évident. Donc, ils ont fait un petit article pour expliquer grosso modo la chose. Donc, j'ai pris un chat GPT, résumé en français, c'est parfait. Donc là, je vais vous le lire et vous allez voir, ce sera plus simple. Donc, VeChain a soumis avec succès donc ses livres blancs, c'est les white paper, pour le registre MiCA en Markets in Crypto Assets. Donc, c'est plutôt MiCA, vraiment, auprès de l'ESMA, donc Autorité européenne des marchés financiers, et a reçu une confirmation officielle. Donc là, officiellement, VeChain est conforme à l'échelle européenne. Et c'est une énormité absolue. Pourquoi? Parce que, alors, outre le fait que l'Europe, on est vraiment des chiens, mais vraiment, on dit vraiment, c'est l'Europe, on n'a rien et on met des lois pour réguler des choses qu'on n'a pas. Voilà, pour faire bien exprès que toutes les entreprises qui sont autour, surtout ne viennent pas investir chez nous. Bon, on est le champion du monde là-dessus, hein, on a vu pour l'intelligence artificielle, maintenant c'est la blockchain, et donc malgré tout, VeChain avec ça a réussi à obtenir une conformité donc
face à l'autorité la plus chieuse au monde, c'est-à-dire donc l'Union européenne. Donc, je leur dis vraiment bravo. Donc, je continue l'article. Donc, cela marque une étape clé dans la conformité réglementaire de VeChain et facilite l'adoption généralisée de la blockchain en Europe. Voilà. Grâce à cette conformité, les tokens VET et VTHO sont désormais conformes au cadre réglementaire européen unifié, permettant à VeChain de poursuivre son expansion dans les 27 États membres de l'Union européenne avec un passeport réglementaire unique. Le cadre MiCA remplace les régulations nationales fragmentées par une approche harmonisée sous la supervision de l'ESMA, garantissant l'intégrité du marché et protection des investisseurs. Ben voyons. Cette validation assure que VeChain pourra se développer de manière conforme et durable dans l'Union européenne. Donc le projet VeChain Renaissance prévu pour juillet 2025, je rappelle, intègre cette conformité dans son modèle de gouvernance et ses mécanismes économiques. VeChain vise à accélérer l'adoption du Web3 en combinant innovation technologique et régulation claire. L'approbation de l'UE, là ça devient intéressant, renforce également l'écosystème X2Earn, donc la plateforme VBTorDAO autrement dit, de VeChain qui récompense les actions durables des utilisateurs avec des tokens, contribuant ainsi à une économie circulaire et responsable. Avec un alignement réglementaire clair jusqu'en 2026, VeChain se positionne comme un acteur clé de l'adoption massive de la blockchain en Europe et au-delà. Donc déjà, je peux vous dire, c'est du lourd. Parce que VeChain est tout simplement la seule blockchain, c'est le seul projet crypto hors stablecoin. Je ne parle pas de tout ce qui est l'aspect stablecoin, etc. Et encore même eux, parce qu'on voit que Tether n'a pas eu la réglementation MiCA et a dû même sortir du marché européen. Tether, qui est le leader mondial des stablecoins quand même. Et donc VeChain est la première blockchain là, au monde, je crois, si je dis pas de bêtises, à obtenir cette conformité donc MiCA. Et donc, ça promet des opportunités quelque part de partenariat au sein de l'Union européenne vraiment explosifs, même avec les autorités européennes. Alors pour le meilleur et pour le pire, moi quand je vois l'Union européenne aujourd'hui ce que c'est, avec la dictature que ça devient, vous voyez là on parle de passeport réglementaire. Voilà, nous on est champion du monde pour ça quoi. On est que pour ça, vraiment pour le reste on est vraiment à la ramasse. Bref. Donc vraiment c'est une très bonne nouvelle et surtout pour VeChain c'est une très bonne nouvelle. Mais surtout, ce que ça montre, c'est la puissance du projet. C'est-à-dire que là, la force de frappe de VeChain pour avoir vraiment réussi à tordre le bras quelque part de l'autorité européenne des marchés financiers, ben moi je leur dis bravo quoi. C'est champion du monde les mecs. Donc projet, vraiment, ça confirme. Ça confirme que derrière, on a une équipe. C'est plutôt moi, c'est l'aspect positif que je vois là-dedans, c'est plutôt le fait qu'on a une équipe vraiment très solide derrière qui est capable même d'obtenir des réglementations comme ça. Bon, et donc c'est plutôt pas étonnant du coup de voir que derrière, avec tout cet aspect-là, on a vraiment des nouvelles comme donc ici de XCOM Chain Broker, où on a, vous savez, le topo sur l'activité de développement donc mensuel. Là, sur les 30 derniers jours, eh bien, VeChain a fait une augmentation de 165% d'activité de développement en 30 jours. Donc, ils sont juste derrière Solana, comme vous pouvez le voir quand même. Donc, on voit qu'en ce moment, avec la plateforme VBTorDAO et tout ce qui est développement du projet VeChain Renaissance, etc., on a vraiment beaucoup de développement là qui se focus sur VeChain. Bon, donc vraiment, très très bon projet pour moi. Tout est dans le vert, largement. Ils ont même réussi à avoir la réglementation MiCA, quoi. Les trucs improbables. Bon, et donc, on voit bien, voilà. Là, je trouve intéressant, combien qu'on est vraiment, quand je vous dis que je suis pas assez bullish et qu'on n'est pas assez bullish sur les crypto-monnaies, c'est pas uniquement sur le Bitcoin. Également sur le reste, c'est-à-dire le RWA, l'intelligence artificielle, tous les narratifs très porteurs qui en fait représentent la révolution économique qui est pour moi, c'est mon avis, vraiment une révolution supérieure à celle de la révolution industrielle. Voilà. Donc, c'est vraiment une opportunité qu'on a incroyable de pouvoir investir, enfin, à mon avis, sur des narratifs RWA, tokenisation d'actifs, surtout quand on est au tout début. Parce que vous voyez là, j'ai une petite interview, enfin un petit passage vidéo donc de Sir Constantin Novoselov, qui est en fait un prix, un lauréat Nobel, et également un conseiller chez VeChain. Et donc,
Lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'une fois que vous avez compris comment la blockchain en fait rend les données, les datas meilleures, eh bien vous voyez son potentiel pour changer chaque chose. Voilà. Et une fois, quand vous avez dit ça, effectivement, vous avez tout dit. C'est-à-dire que on a depuis 5000 ans, on fonctionne sur une économie de troc, effectivement, avec donc l'or notamment, les pièces, etc. Ensuite, on a eu Internet, donc depuis les années 2000, où là, on a commencé à numériser les choses, entre guillemets. Et avec la numérisation des choses, le problème, c'est que vous n'avez pas forcément la propriété des choses. Et la blockchain, qu'est-ce que ça permet? Ça permet justement de faire le pont entre le physique et le numérique et de mettre au milieu l'aspect de titre de propriété, puisque la blockchain, je rappelle, hein, c'est la transparence par excellence, par définition. Et donc, c'est les données euh, les plus de qualité les plus fiables jamais créées au monde, depuis la naissance d'Internet, depuis tout ce qui est l'aspect numérique. Voilà. Voilà ce que c'est quelque part la blockchain. Donc une fois que vous avez compris ça, ben, en fait on est capable de transposer le monde économique réel qui fonctionne depuis quelque part 5000 ans, hein, bon, avec Internet depuis une centaine d'années on va dire, si on compte le développement à 50 ans on va dire, depuis 1960, mais à l'économie 2.0 numérique avec pas de perte d'informations en termes de qualité, grâce à la blockchain. Voilà, donc quand vous avez compris ça, bah voilà, on passe bullish, puisqu'on est en plus au tout début de cette technologie qu'on n'a encore rien tokenisé réellement. Et on va parler après, bien évidemment, j'ai d'autres informations avec XRP, Ondo et tout, vous allez voir. Bon, pour rester sur VeChain, du coup, là j'ai un tweet de Apollo, vous voyez, qui montre tout simplement l'évolution de tout ce qui est le burn de VTHO sur, par exemple, l'année 2025, voire la fin d'année 2024. Et on voit que depuis 2025, en fait, on a un nombre de VTHO qui est burn, hein, qui est brûlé à chaque transaction, qui est en hausse. On le voit bien. Donc là, c'est sur les 7 jours moyennes. On a également sur les 25 jours moyens. Donc là, c'est pareil, quelle que soit la durée, eh bien là, 50 jours moyens, pareil, on a une forte hausse du nombre de VTHO brûlés, là également pour les 100 jours en moyenne. Donc on voit bien qu'il se passe quelque chose là sur l'écosystème de VeChain et que tout est en train d'exploser à la hausse, puisque je rappelle hein, que à chaque transaction, il y a une partie des VTHO qui sont brûlés et sortis de la circulation à tout jamais, quelque part. Donc quand on voit le nombre de VTHO qui bout détruit comme ça et sorti de la circulation, ça veut dire qu'on a une explosion du nombre de transactions, tout simplement. Donc ça veut dire que l'écosystème là de VeChain est en train de chauffer là à fond les ballons. Et effectivement, hein, donc là j'ai les statistiques de VeChain, donc par exemple le nombre de comptes, et regardez, c'est en train vraiment de décoller, hein, ça explose. On n'est pas loin des 7 millions d'adresses maintenant. Quand même assez dingue ce qui est en train de se passer. On voit que là on a 38 000 nouvelles adresses là en 24 heures. On a 104 000 adresses actives sur 24 heures. Bon, voilà, la pente est vraiment en train de se raidir quelque part vers la hausse. Et donc maintenant j'ai voulu un peu creuser parce que c'est vrai que ça me plaisait pas là, les chiffres que je vous montrais sur, vous savez, la semaine dernière, au niveau du B3TR et tout, ça collait pas avec moi les données que j'avais entendues. Et effectivement, ça y est, j'ai trouvé vraiment sur VeChain Stat le nombre de holders, donc officiels, hein, pour chaque token. Et là, regardez, VeChain, on a 1 512 000 détenteurs de VeChain. VTHO, on a quasiment 4 millions de détenteurs, ce qui était loin des 2 millions, 2 millions 100 000 que moi j'avais dit parce que c'est pas allé sur la courbe. Donc je pense qu'il n'y a pas une bonne corrélation entre les courbes qu'ils affichent et le nombre de détenteurs réels sur les tokens. Et ensuite, vous avez donc d'autres projets, parce que là, c'est tout l'écosystème de VeChain. Vous voyez, vous avez d'autres, vous avez le VNS par exemple, vous avez VID, bon, vous avez SHA, voilà. Et donc, vous avez également le B3TR. Et regardez, le B3TR, effectivement, là, ça colle quand même plus avec ce que j'avais entendu parler. Moi, j'avais entendu 600 000, entre 400 et 600 000. Bah, en fait, on a 934 297 détenteurs de B3TR. Je rappelle que la plateforme VBetterDAO, le B3TR, est sortie en juillet 2024 quand même. Donc là, en 6 mois, on a dépoté, hein. 6 mois, on a dépoté. Bientôt, on va rattraper VeChain, quoi, en nombre de holders. Ce serait quand même le comble de l'ironie, quoi. Bon. Donc l'écosystème est vraiment en train de s'emballer, hein.
VBetterDAO, tout comme l'écosystème de VeChain. Donc ce sera tout pour aujourd'hui pour VeChain. Vous voyez, vous comprenez que toujours aussi bullish parce que c'est des très bonnes nouvelles. Ensuite, je passe à Ondo. Notamment, donc vous voyez Ondo Finance hein, sur la tokenisation d'actifs. Donc pour moi, c'est les leaders dans ce secteur-là. Et on déclare directement donc, que nous avons commencé avec les bons du Trésor, notamment américains, mais bientôt nous passerons aux actions boursières et aux ETF. Ah, voilà. Donc pour, en fait, quelque part, la finalité, créer de façon globale et autoriser, permettre à chaque investisseur d'avoir accès à tous les assets, les actifs donc américains, donc c'est-à-dire sur des ETF, des bons du Trésor ou des actions boursières, facilement, quelque part. Et de façon tokenisée, bien évidemment. Voilà. Donc, et il dit, je pense, donc là c'est le Yann Debod qui ça, c'est le CSO, donc Chief Strategy Officer de Ondo Finance, qui a déclaré ça en fait au Digital Asset Summit de 2025 qui s'est déroulé à New York. Donc on n'est pas assez bullish, parce que je vous dis, on n'est pas assez bullish. Et donc il déclare, je pense, donc cette personne déclare, je pense que la plupart des plateformes exchange et de distribution, en fait, vont commencer à offrir justement des stocks, c'est-à-dire des actions boursières quelque part, et idéalement des actions tokenisées. Donc là, il ne parle pas des plateformes exchange crypto, hein, comme Binance et tout. Non, il parle des plateformes exchange boursières, officielles. Donc là, on parle peut-être même de la plateforme de Wall Street, en fait. Donc si Wall Street commence à utiliser les stocks tokenisés de Ondo, mais est-ce que vous imaginez le bordel que ça va représenter pour les volumes de transactions sur Ondo? Ça veut dire qu'en fait, Ondo va être le monopole, quelque part, de la tokenisation d'actifs. Enfin, le goulot d'étranglement, c'est-à-dire que tout le monde va passer par eux pour tokeniser les actifs derrière et proposer ces actifs tokenisés à leurs clients, à l'échelle mondiale, quelque part. Ouais. Donc on n'est pas assez bullish. Enfin, je peux pas je vais pas vous faire un dessin, hein. Donc là, j'ai un autre tweet de Ondo Finance. Donc la tokenisation ne fait que commencer. Ce que je vous dis, c'est qu'on est vraiment au tout début de cet aspect-là, de cette révolution de tokenisation d'actifs. Donc tandis que l'adoption pour les bons du trésor américain tokenisés donc, possède une tremendous, c'est-à-dire une explosion énorme, et bien l'opportunité totale pour le marché, donc cet aspect-là, est exponentiellement plus large, excédant les 100 trillions de dollars. Il y a les 100 trillions de dollars, je ne sais pas si vous imaginez, on ne peut pas imaginer 100 trillions de dollars. C'est-à-dire déjà 1 milliard de dollars, c'est énorme, mais alors 100 trillions, c'est vraiment un truc de fou. Donc voilà le potentiel actuel. Aujourd'hui, nous sommes encore sur le marché de la tokenisation d'actifs cantonné, on est actuellement à 17 milliards de dollars. 17 milliards. Eux, ils visent déjà un marché à plus de 100 trillions de dollars. C'est 10 puissance 12 zéros. Hein. C'est 12 zéros derrière la virgule là. 1 milliard, c'est 9 zéros. Voilà. Donc, on n'a pas effleuré ne serait-ce que peut-être 2-3% du potentiel total que peut représenter cette révolution de la tokenisation d'actifs. Voilà pourquoi ils sont tous comme des malades, là, les institutionnels sur le Bitcoin, mais pas que sur le Bitcoin, sur la RWA et tout, avec BlackRock notamment derrière. Parce que derrière, on a un marché qui est extrêmement juteux, donc tout le monde veut sa part du gâteau. Une fois que vous avez compris ça, vous voulez votre part du gâteau, en fait. Et pourquoi j'insiste vraiment là-dessus, c'est parce que derrière, maintenant, hop, donc ça, bon, c'est pas une surprise, mais là, je passe à XRP, hein, et toujours pour moi sur la tokenisation d'actifs, parce que le XRP n'est pas officiellement reconnu dans le RWA. Mais pour moi, c'est un incontournable parce qu'il est au cœur même justement de la révolution de l'économie actuelle. Voilà, et je vais vous dire pourquoi. Donc déjà, première annonce, donc quand même fracassante, mais pas surprenante. Donc c'est Brad Garlinghouse qui la donne. Alors vous avez sûrement déjà entendu parler quand même, c'était très médiatisé. C'est justement la fin du procès entre la SEC et Ripple. Donc officiellement, ça y est, hein, Ripple a gagné son procès contre la SEC. Bravo. Donc bon, c'était pas une surprise, hein. J'avais déjà annoncé il y a quelques semaines, c'était évident. Donc voilà, Zizizit, c'est le moment que nous avons tous attendu, hein. En gros, les amis, en gros,
nous les guillemets, la SEC donc va laisser tomber son appel. C'est donc une victoire pour Ripple, pour la crypto et pour chaque façon dont on voit les choses, entre guillemets. Le futur est excellent, laissons construire. Voilà, donc en gros, construisons maintenant. Donc, bien sûr, entre-temps, ça a été vraiment officialisé, même par la SEC. Vous voyez, donc la SEC donc laisse tomber son appel. Vous voyez, donc ça, c'est hyper intéressant. Mais maintenant, le plus intéressant, ça va être vraiment de rappeler ce petit tableau, je trouvais très sympa, de Vincent Van Code, qui rappelle justement les différences entre Ripple, le XRP et le réseau Swift bancaire actuel. Parce que là, maintenant qu'on a, je dis, c'est pas surprenant hein, qu'on a la SEC a laissé tomber son appel, parce que maintenant, Ripple et le XRP sont un incontournable pour révolutionner le secteur bancaire clairement traditionnel. Et je pense qu'on en est là. Je ne serais pas étonné que dans les semaines, les mois qui viennent, on ait même un accord officiel entre le réseau Swift bancaire et Ripple. Pourquoi? Parce que Ripple a déjà des partenariats avec certaines banques centrales, notamment je vous ai montré la semaine dernière avec le nouveau test de la Banque centrale d'Angleterre, carrément, qui testait sur le RippleNet, en gros, la technologie Ripple pour lancer leur monnaie numérique de banque centrale, rien que ça. On a d'autres banques, dont celle du Brésil, qui fait pareil. On a bien évidemment des rumeurs pas tout à fait confirmées, mais ce ne serait pas étonnant que le XRP intègre la réserve stratégique d'actifs digitaux et pas de Bitcoin. Hein. Vraiment, j'insiste, c'est notre réserve stratégique que voudrait créer Donald Trump et Bo Hines, donc le président exécutif aux États-Unis là, sur la bourse, enfin sur le président en gros du tout ce qui est crypto hein, aux États-Unis. Voilà, ils veulent créer deux bagues distinctes avec des cryptos américaines, donc comme le XRP est stratégique, et le Bitcoin de l'autre côté, où lui est équivalent à l'or, entre guillemets. Voilà. Et donc là, pourquoi ce serait pas déconnant? C'est parce que là, on voit que, vous voyez, à travers ce tableau, ben, je vous fais le réseau Swift bancaire. Qu'est-ce qu'il permet aujourd'hui? Il permet de faire des paiements qui durent en moyenne entre 1 à 5 jours. Si vous utilisez le XRP et notamment la technologie de Ripple, eh bien, vous mettez 5 secondes pour le même montant. Ensuite, les frais de transaction. Les frais de transaction pour le réseau Swift bancaire. Donc, je rappelle, hein, le réseau Swift bancaire, c'est les paiements transfrontaliers, donc au niveau mondial, de banque à banque, entre guillemets. Voilà. Donc là, frais de transaction, c'est entre 10, voire plus de 50 dollars. Après, vous avez même un pourcentage en fonction du montant, je crois, quand c'est des montants qui dépassent le million ou milliard. Bon, imaginez les banques. Si vous utilisez le XRP et la technologie de Ripple, c'est inférieur à 0,01 $. Ensuite, pour tout ce qui est les liquidités nécessaires, alors là, je ne connais pas trop. Nostro Account, je ne sais pas ce que c'est, donc je ne vais pas vous expliquer, je ne sais pas. Peut-être que vous pouvez m'expliquer en commentaire ce que c'est, mais j'avoue, je ne vais pas chercher, je vais chercher après, après la vidéo. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc là, c'est via les plateformes Exchange, donc c'est sur demande au niveau des liquidités. Ensuite, au niveau de la transparence. Ah bah ça, c'est intéressant, parce que quand on voit le système bancaire actuel, au niveau du réseau Swift bancaire, eh ben, la transparence est très basse, effectivement. Alors que sur le XRP, comme c'est de la blockchain, c'est transparent. Là, on en revient à la technologie blockchain qui, grâce aux data, est en train de tout révolutionner. La disponibilité, effectivement, vous n'avez pas de disponibilité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec le réseau Swift bancaire. Le week-end, vous ne pouvez rien faire. Vous devez attendre. Alors qu'avec la technologie du XRP de Ripple, c'est H24. 365 jours sur 365, peut-être tranquille. Voilà. Et après, les intermédiaires. Alors là, ces intermédiaires non plus, je n'ai pas trop compris ce que c'était, je ne sais pas. Mais voilà, déjà, rien qu'avec ça, on a compris, enfin, en fait, le gain de temps et d'argent, ça, c'est le nerf de la guerre. Voilà, le temps et l'argent. Donc voilà pourquoi, c'est pas étonnant que Ripple, pour moi, et l'XRP vont devenir un incontournable dans les années à venir, mais réellement un incontournable. Et que là aussi, je ne serais pas étonné que forcément le XRP connaisse encore des poussées fulgurantes au niveau des prix. Je ne serais pas étonné, c'est mathématique hein, tout ça. Hein. Quand on voit les partenariats que débloque Ripple et à l'avenir. Et surtout que là, vous voyez, avec
Je pense que beaucoup de millionnaires, beaucoup de banques centrales, de gouvernements attendaient justement le dénouement de ce procès entre la SEC et Ripple pour lancer le feu vert. Donc je pense que là, cette semaine, quand on voit le dénouement de ce procès, je pense que c'est pour ça que je vous dis, les années qui vont venir, même les mois qui vont venir, vont être très intéressants à voir. Et ça va être, je pense, que d'un enchaînement de bonnes nouvelles pour Ripple. Clairement. Parce que ils ont vraiment l'avenir qui est dégagé à l'horizon, quoi. Clairement. Et ils ont déjà en plus des partenariats qu'ils ont officialisés, qu'on connaît déjà, mais qu'ils n'ont pas également officialisés, qu'on ne connaît pas. Donc ça, c'est Brad Garlinghouse lui-même qui l'avait déclaré dans une interview qu'ils ont des partenariats qu'ils ne peuvent pas encore dévoiler à l'époque. Mais on va sûrement les connaître, je ne serais pas étonné. Voilà. Et donc c'est pour ça que le réseau Swift bancaire, s'ils sont intelligents, les gars, hein, et je pense qu'ils le sont, bah, ils vont comprendre que leur intérêt, pour pas disparaître, hein, littéralement, ça va être de s'allier avec Ripple. Et inversement, plutôt que de faire la guerre entre le réseau Swift bancaire qui a le réseau mondial, hein, puisque c'est eux qui possèdent tout désormais au niveau des transactions mondiales transfrontalières, donc plutôt que de se faire la guerre entre eux, entre XRP et le réseau Swift bancaire, ah bah, ils vont s'allier, je pense. Donc on n'est pas loin, je pense, d'une grosse annonce où en fait il y a des flux qui vont se déverser dans Ripple, le XRP, et qu'on va connaître vraiment des trucs de malade en fait sur Ripple. Bon, voilà les amis pour le XRP également. Je vais passer quelques petits articles quand même pour officialiser les choses. C'est vrai qu'il est toujours sympa des petits articles. Vous voyez, donc là j'ai un article de journalducoin.com. Si ça veut bien marcher là, mon PC, je sais pas ce qu'il fait. Voilà, journalducoin.com, donc Ripple. La SEC abandonne son appel contre Ripple et son XRP. Donc vous voyez, c'est officialisé, hein, clairement. Ensuite, je passe à notre article. Donc là, je vais passer aux actualités crypto, hein, plus générales, hein, vous l'avez compris. Donc c'est que des bonnes nouvelles, hein, aujourd'hui pour VeChain, XRP, Ondo. Donc on voit vraiment qu'aujourd'hui, c'est le RWA. L'intelligence artificielle également, mais surtout le RWA qui est en train vraiment d'être le narratif poussif de ce cycle haussier à mon sens, hein, clairement. Donc là j'ai un autre article de journalducoin.com avec Doge, donc le président Trump envisage d'utiliser une blockchain pour assurer la transparence des aides internationales. Donc avec, vous savez, le scandale là, de l'USAID, où en fait c'était la machine à corruption, le truc. Bon, ben maintenant, ok, pourquoi pas continuer à faire des aides, mais au moins savoir d'où viennent les fonds et où vont les fonds exactement. Et là, la blockchain, bah, c'est parfait pour. Donc quand je vous dis qu'on est vraiment sur une révolution de la transparence grâce à la blockchain, à condition d'utiliser la technologie à bon escient, bah on y est quoi. Vous voyez, donc pourquoi pas utiliser ça maintenant pour les impôts? Alors, en France, franchement, on en aurait bien besoin, quoi. Quand on voit le manque de transparence, le flou, la corruption de nos politiques, je pense qu'un bon coup de Karcher, une bonne blockchain, là, ça leur ferait tous du bien, là. En tout cas, nous, ça nous ferait du bien. Donc là, un article de cryptost.fr. En France, 39% des patrons de TPE et TME investissent en crypto et tous connaîtraient Bitcoin, Ethereum et Solana. Alors que les chiffres montrant l'adoption des cryptos augmentent chaque année, 39% des dirigeants en France auraient déjà sauté le pas. Et oui, et ben, en général, c'est pas pour jeter des fleurs à tous ceux qui s'intéressent à la crypto, hein, loin de là. C'est plutôt que, en général, les patrons de TPE, TME sont des gens avec un QI financier. Je dis bien financier, hein, ça veut pas dire qu'ils sont plus intelligents que la moyenne, hein, en termes. Il y a plusieurs types d'intelligence, voilà. Mais sur le plan financier, économique, etc., c'est forcément des gens qui sont plus intelligents que la moyenne parce que bah, ils ont un autre regard, ils ont créé une société, ils ont de la comptabilité, de la finance, il y a de l'optimisation fiscale, surtout en France, on se fait défoncer, surtout au niveau des entreprises, par tout ce qui est l'aspect fiscal. Je le sais très bien parce que j'ai l'auto-entreprise, donc encore, une auto-entreprise ça va, mais pour ceux qui ont des SAS, enfin voilà, c'est le défonçage toute la journée avec les impôts et tout. Donc, première chose à faire, déjà, c'est essayer d'optimiser fiscalement tout ça. Et c'est vrai que, du coup, quand on s'intéresse, qu'on est un QI financier quand même supérieur à la moyenne, il y a un moment où on se dit, mais il y a un problème il y a un truc qui tourne pas rond dans l'économie mondiale. Donc, comment protéger son argent de l'inflation déjà? Et quand vous posez cette question-là, ben, il y a un moment, inévitablement, vous passez au Bitcoin. Et il y a l'or, hein, effectivement, il y a les actions boursières,
mais il y a également la crypto-monnaie. Voilà, inévitablement. Donc c'est pour ça que quand vous faites tôt ou tard vous intéressez à l'économie, bah, en fait vous arrivez d'un point A à un point B, et le point B c'est à un moment le Bitcoin, quoi. Voilà. Voilà pourquoi aussi ça explique pourquoi par exemple Trump qui était contre le Bitcoin en 2018, bah, il est passé pro-Bitcoin. Parce que, outre l'aspect élection, faut pas rêver, il y avait des électeurs à la clé, je pense qu'à un moment, quand vous comprenez comment fonctionne le Bitcoin et la crypto-monnaie de la blockchain, vous comprenez que vous pouvez changer des choses et que c'est incontournable en fait. Il faut juste comprendre comment ça fonctionne. Bon. Allez, je continue. Donc cette fois avec d'autres articles, hein, toujours si mon PC veut bien marcher, parce que c'est vrai qu'il galère, hein. Franchement, pas fou, hein. On va voir que je le change. Donc là, dans l'article de Cointelegraph France, la chambre civique russe propose un fonds dédié aux cryptos confisqués. C'est marrant quand même. C'est-à-dire que, ok, Vladimir Poutine était contre l'aspect de réserve stratégique, hein, de Bitcoin officiellement, mais ils sont en train quand même de faire part au final, d'avoir la même stratégie que Donald Trump. C'est-à-dire, bah, pour l'instant, on confisque les bitcoins et puis ou les crypto-monnaies, et puis on en fait une réserve stratégique en fait. Voilà. Donc, Evgeny Macharov, membre de la Chambre civique russe, affirme que les crypto-monnaies saisies doivent servir l'intérêt de l'État. Alors après, pour l'instant, c'est pas encore officiel, puisque vous voyez, c'est juste un membre de la Chambre civique russe, mais on voit que le cheminement, parce que quand je vous dis qu'il y a un faux mot institutionnel et gouvernemental, c'est pas pour rien. C'est-à-dire que là, si les États-Unis n'avaient pas lancé leur réserve stratégique ou annoncé qu'ils le faisaient, jamais de la vie on aurait vu cet article. Jamais de la vie on aurait eu Evgeny Macharov qui aurait proposé tout ça là, que les crypto-monnaies saisies doivent servir à l'intérêt de l'État. Voilà. Donc c'est ça, ça s'appelle vraiment le FOMO. Ça y est, ça contamine en fait toutes les institutions, tous les gouvernements, et ça va continuer, et ça va aller de pire en pire, à mon sens. Alors, ça ne veut pas dire que la Russie va le faire, hein, mais déjà on est dans une optique, et en plus, là où je pense que ça va vraiment être fulgurant, c'est quand si les États-Unis annoncent que par exemple ils arrivent à réduire, allez, disons 10 à 20% de leur dette publique grâce aux crypto-monnaies, grâce au Bitcoin, ou grâce à la blockchain qu'ils implémentent sur leurs services, ils arrivent à faire à passer en excédent budgétaire. Mais imaginez le signal que ça va donner à tous les pays qui ont on va dire des élites politiques cohérents, pas les clowns, hein, je veux dire vraiment les cohérents qui ne sont pas soumis à l'idéologie, qui sont pragmatiques, je pense comme la Russie, même la Chine, eh ben, ils vont peut-être revoir leur copie sur les crypto-monnaies, sur le Bitcoin. Et là, pourquoi pas même accélérer les choses. Voilà. Donc là, on est vraiment au tout début, je vous dis, on n'est pas assez bullish, clairement. On n'est pas assez bullish. On ne se rend pas compte, en fait. Bon. Donc là, j'ai un autre article de Cointelegraph France. 83% des institutions prévoient d'augmenter leurs allocations en crypto en 2025. Donc jusqu'à 75% des institutions pourraient utiliser activement les plateformes DeFi d'ici 2 ans selon une enquête. Et 83% prévoient d'augmenter leurs allocations. Quand je vous dis qu'on est en plein FOMO là, institutionnel, ben voilà, ça c'est carrément chiffré. On y est. Donc je ne vais pas m'attarder là-dessus, hein, vous voyez, c'est que rabâcher ce que j'ai dit plus tôt, mais avec un bon chiffre de 83%, c'est énorme, hein. Ensuite, j'ai un autre article de Coin Tribune. Alors là, on va atteindre les sujets un peu moins sympas pour nous, l'Europe, hein, clairement, et la France. Michael Saylor prédit l'avenir sans Bitcoin, l'euro est condamné. Voilà, donc quand on voit que là, les États-Unis, leur objectif, c'est vraiment de réduire aussi, pourquoi pas, leur dette avec le Bitcoin ou de supporter le dollar, c'est-à-dire de renforcer le dollar avec les stablecoins et le Bitcoin, eh bien on y est. C'est-à-dire qu'on voit bien que là, ils disent, bah écoutez, l'euro, hein, vous êtes vraiment déjà dans la merde hein, jusqu'au cou, il faut le dire, hein. Mais du coup, votre solution, ce serait le Bitcoin. Et sans Bitcoin, bah, vous êtes condamné. Et personnellement, je vous dis, je suis d'accord. C'est logique, hein, c'est que la logique. Donc maintenant, je fais la petite transition. J'ai passé aux actualités économiques, hein, sur l'Europe, qui sont pas folichonnes, vous l'avez compris, comme d'hab, hein. En ce moment, c'est vraiment pas triste. Là, un article de Les Échos, Meubles, Casa France demande son placement en redressement judiciaire. Donc les difficultés de l'ameublement se poursuivent sur le marché européen. En témoigne l'annonce par Casa France vendredi qui demande son placement en redressement judiciaire. L'enseigne est internationale, mais compte 143 magasins et 600 salariés dans l'Hexagone. Voilà. Donc bravo la réindustrialisation, bravo la recommercialisation sous l'égide de Macron Ier, hein, clairement, parce qu'on voit que ça marche pas bien, en fait, tout ça, et que c'est une catastrophe,
clairement. Donc, c'est dur à dire, hein, mais c'est la réalité triste. C'est que aujourd'hui, tant qu'on n'a pas de changement de direction, de politique à la tête de nos États, il n'y a rien qui changera, hein. On va continuer à avoir des nouvelles comme ça, quoi. Donc, économie, budget 2025, c'est hausse d'impôts qui attendent désormais les Français. Voilà. Comme c'est surprenant, hein. Ouais, donc ça va être toujours les mêmes qui vont casquer. Donc, pour pareil, hein. Je n'ai même pas envie d'épiloguer. Je vois juste les infos, tellement ça me déprime quand même un peu tout ça. C'est dommage, quoi. Ça fout les boules, hein, parce on a du potentiel, mais on est gâché par des décisions vraiment d'abrutis, quoi. Le Monde, article BYD, leader chinois de la voiture électrique, dévoile son système qui permet de recharger une voiture en 5 minutes. Nous, on a des bagnoles électriques. Il faut 2-3 heures hein, pour les recharger. Donc là, on a compris, en fait, en un article, on a compris pourquoi nous, l'Union européenne, on est vraiment à la ramasse. C'est-à-dire qu'on passe notre temps, plutôt que de créer des choses, justement comme ça, là, révolutionnaires, avec des batteries électriques ou j'en sais rien, qui se rechargent en 5 minutes, on passe notre temps à pondre des lois pour réguler des choses que l'on n'a pas. Hein. Donc comment voulez-vous que ça passe? Et quand on fait ça en plus, on fait fuir les entreprises, et les bonnes entreprises, on les laisse se faire racheter par la concurrence étrangère. Hors Union Européenne, hein, tant qu'à faire. Bah, donc américaine ou même chinoise ou autre. Hein. Voilà. Donc, après, on s'étonne de se faire exploser au niveau économique. Bah oui, forcément, parce que les Chinois, eux, c'est des pragmatiques. Hein. Eux, les lois, ils en mettent quelques-unes, ouais, parce que voilà. Mais le principal pour eux, c'est de faire du pognon. Et donc c'est les communistes, hein, on dit c'est un régime communiste, mais ils sont plus capitalistes que nous au final quand on regarde le fond des choses. Eux, ils sont capables de créer d'inonder le marché de voitures innovantes. Et pire que ça, c'est que moi je me suis intéressé un peu au modèle, à quoi ressemble leur voiture, mais vous tombez par terre. Leurs voitures, c'est des bombes atomiques maintenant aujourd'hui, même au niveau de l'esthétique et tout. Moi aujourd'hui, je vous avoue, à choisir entre une voiture électrique à double, enfin, c'est triste à dire, mais qui coûte 45 000 euros et qu'il faut attendre 3 heures pour recharger 200 km, et qu'il faut faire ça 3 fois pour faire un petit trajet Rennes-Marseille, ben, je préférerais peut-être acheter une voiture chinoise au final qui coûte 2 fois moins cher, qui est 10 fois plus performante et qui a un confort incroyable à l'intérieur. Enfin, voilà, donc là, c'est vraiment, je pense, l'archétype la conséquence vraiment précise de pourquoi l'Europe est en train de s'effondrer, quoi, en fait. Bon, donc hyper intéressant, enfin triste à la fois pour nous, mais bon, c'est la réalité des choses, hein, c'est le monde, hein, qui le dit. Et enfin, dernier petit article de Le Figaro, toujours épargne ces centaines de milliards d'euros convoités par le gouvernement pour financer la défense. Voilà, donc c'est toujours pareil. En fait, nous, on a un régime véritablement communiste, clairement, où c'est toujours, au final, en l'URSS, en fait. Je pense qu'on a changé de mentalité. C'est-à-dire que les Russes, les Chinois sont devenus des régimes communistes capitalistes, au final, et nous, on est devenu l'URSS pur et dur, c'est-à-dire que c'est les travailleurs qui doivent vraiment contribuer à en chier, quoi. Voilà, c'est tout. Bon, donc ce sera tout pour les actualités. Donc, vous avez compris, on n'est pas sorti de l'auberge, hein, toujours. Mais ça ne changera pas, hein, tant qu'on aura ce même système-là, ça ne changera pas. Et donc, au niveau du cours de l'euro par rapport au dollar, là, j'ai une bonne nouvelle quand même. Ah, c'est bien. C'est que ça remonte. Sur une journée, ça remonte un petit peu. Donc là, vous voyez, là, je suis sur boursorama.com. Le cours de l'euro par rapport au dollar. Donc, on voit que sur un jour, on a bien repris du poil de la bête. Là, on est remonté à 1,086. Alors, sur 5 jours, bon, bah, c'est pas triste quand même. On s'est bien fait éclater quand même. Sur 5 jours. Sur un mois, on voit que ça stagne quand même aux alentours entre les 1,095 et les 1,088 et on est reparti à la hausse quand même par rapport à un plus bas de 1,03. Donc on revient quand même de loin, hein, là-dessus sur 3-4 mois on revient de loin, vous voyez même 6 mois. Non 6 mois on est quand même on s'est quand même défoncé, ouais. Non on s'est quand même défoncé, ouais. Sur 6 mois. Et sur un an, voilà, on se fait... Bon, on a récupéré un petit peu, mais on voit quand même on a mangé des bûches là. On a mangé des bûches, ouais. Et sur 10 ans, j'en parle même pas.
on voit bien que l'Union européenne est en phase descendante, hein, et donc que l'euro, bah, c'est pas triste. Et moi, personnellement, je vous dis mon pronostic, je donne mon avis, c'est que quand je vois toutes les nouvelles qui s'enchaînent, notamment rien qu'avec... alors, c'est des exemples, hein, que ce soit pour, malheureusement, le redressement judiciaire de la société française, je vous ai montré, dans tout ce qui est l'affaire de l'ameublement, mais également tout ce qui est l'exemple des voitures électriques très performantes chinoises. Je ne parle même pas des Tesla, hein. On a vraiment deux pôles dominants dans l'aspect électrique des choses. C'est justement les Américains avec Tesla et les Chinois maintenant avec BYD. Et nous, au milieu, c'est ça que je vous dis, on a les lois, toutes les lois de transition énergétique, on est les premiers là-dedans, mais on n'a même pas le monopole de la voiture électrique. Voilà, c'est le résumé de l'Union européenne, quoi. Donc c'est pour ça que je pense que ça durera pas. Cette montée de l'euro, je vous le dis, je pense que ça durera pas parce qu'il n'y a rien qui soutient derrière, économiquement parlant, cette montée. Je sais même pas pourquoi elle remonte. Peut-être c'est la baisse du dollar, j'en sais rien. Mais bon, voilà. Et enfin, le cours de l'or, hein, comme je vous disais en début de vidéo, bah, le cours de l'or, lui, il nous passe encore son petit message, c'est que cette semaine, là, il est reparti à la hausse. On est passé quand même de 88 000 des brouettes le kilogramme 24 carats d'or à 90 000 euros le kilo 24 carats. On a fait une augmentation de 1,85%. Voilà, donc l'or repart à la hausse. Et je rappelle que le dollar, également, l'or par rapport au dollar a fait un nouveau record historique, donc il a dépassé les 3000 dollars l'once, c'est-à-dire les 31 grammes. Parce que je rappelle que l'once, c'est en unité donc d'or, c'est l'unité internationale, donc 31, quelques grammes. Voilà. Donc voilà, on en est les amis. N'hésitez pas, hop, ce sera tout hein, pour cette vidéo. Il y a beaucoup de choses à dire quand même, donc c'est quand même, on reste très positif. Enfin, en tout cas, moi personnellement, je reste très très positif sur la crypto-monnaie, vous l'avez compris. Surtout sur les secteurs du RWA et le Bitcoin et notamment l'intelligence artificielle, même si on n'en a pas parlé là aujourd'hui, je n'ai pas fait de topo là-dessus. Et tout, j'en reparlerai la semaine prochaine, je pense. Mais voilà, en tout cas, et pour l'Union européenne, bah, je suis désolé de vous dire, mais on est en train de sombrer, hein. Clairement, le bateau est en train de couler, quoi. C'est pas besoin d'être un devin ou un artiste ou un bac plus 10 pour comprendre, quoi. Bon, donc les solutions, c'est ça qui est bien, c'est qu'on a quand même des solutions, bah, ça reste l'or, vous voyez, l'or, l'argent, le Bitcoin, justement, comme le dit Michael Saylor, c'est 100 Bitcoin, l'euro va s'effondrer. Mais du coup, si vous avez du Bitcoin, bah, ça va peut-être vous permettre, si l'euro s'effondre d'un coup ou à terme, eh bien, ça vous permettra de sauver les meubles. Voilà, donc je pense que c'est des très bonnes positions aujourd'hui. Qu'avant, je n'étais pas sûr, que voilà, mais maintenant, quand je vois ce qui se passe, depuis que le Bitcoin a été adoubé en plus par la réserve stratégique de Bitcoin aux États-Unis, bon, ça change la donne, ça officialise vraiment le Bitcoin en tant que valeur refuge au même titre que l'or. Et donc, ce qui est bien, c'est que le Bitcoin est numérique et l'or reste tangible, donc pourquoi pas avoir son bac dans un de ces deux actifs désormais de valeur refuge. Voilà. Donc écoutez, sur ce, bah, les amis, je vous souhaite une très bonne semaine. N'hésitez pas à mettre un petit like pour soutenir la chaîne, ça fait toujours plaisir. À vous abonner également, bah, là aussi, plus on est de fou, plus on rigole. Et puis sinon, je vous dis à la semaine prochaine, hein, même jour, dimanche prochain, pour une nouvelle actualité crypto économique. Allez la bise, ciao, prenez soin de vous.